Si on regarde le nombre de déclarations de sinistres sur les polices d'assurance, c'est en légère croissance, voire à peu près stable. Pourquoi ? Parce que les clients ont mis en place les fameuses mesures de sécurité. Et donc en fait, il y a vraiment eu un effort chez les clients d'investissement dans ces mesures de sécurité, parce qu'on s'est rendu compte que c'était efficace, etc. Et donc du coup, oui, il y a plus de sinistres, mais ça ne veut pas dire qu'il y a plus de sinistralité. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit et qui est un signe très optimiste pour le futur. Bienvenue dans le monde de la cyber. Je m'appelle Leslie Fornero et je travaille dans la cybersécurité. Avec ce podcast, je vous emmène à la découverte de ce monde à la fois merveilleux et terrifiant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du monde de la cyber. Aujourd'hui, nous allons parler assurance cyber, un sujet que je connais bien puisque je travaille dans une entreprise spécialisée en assurance cyber chez les PME et les ETI qui s'appelle Stoic. Mais l'idée n'est pas de vous en parler spécifiquement, mais plutôt de revenir aux bases. À quoi ça sert la brique assurance cyber aujourd'hui dans la panoplie des solutions disponibles ? Depuis quand est-ce que les assurances cyber existent et quel est l'état du marché aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que les grands groupes sont pour la plupart déjà assurés mais pas les petites et moyennes entreprises? Pourquoi d'ailleurs est-ce impossible aujourd'hui d'assurer un hôpital public? Le risque cyber est-il encore assurable? De vastes questions à l'ordre du jour. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Jean Bayon de la Tour, Head of Cyber chez Howden. Bonjour Jean. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir parler de ce sujet qui fait beaucoup de bruit dans la presse et dans le monde de l'assurance depuis quelques années. Est-ce que, avant de nous lancer donc dans l'histoire de l'assurance cyber, tu peux te présenter ton parcours, nous dire en quoi consiste ton métier aujourd'hui, s'il te plaît? Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Oui, Jean Bayon de la Tour. Moi, j'ai 39 ans. Je travaille chez Howden. Je suis responsable pour l'international, pour le cyber, pour l'international chez Howden. Alors, Howden, c'est un courtier en assurance, historiquement anglais, et qui est maintenant présent dans 55 pays. Et donc, moi, je suis responsable pour tous les pays, sauf le Royaume-Uni, donc sauf le siège. Donc, ça fait 54 pays. Notre métier, effectivement, ça va être de travailler avec les clients. Les clients, c'est les PME, c'est les ETI, c'est les grands groupes. Et de travailler avec ces gens-là pour comprendre leurs risques cyber, comprendre les nouvelles menaces qui émergent du fait de l'utilisation de la technologie, pour après mitiguer ces risques. Ça va être mitigué sur la cybersécurité, mitigué grâce à la cyberassurance bien sûr, et derrière aussi à monitorer, à les aider tout au long de la vie de la police, tout au long de la vie de l'entreprise, à réduire constamment ces risques, à voir les nouvelles menaces et à effectivement, s'il y avait un sinistre, s'il y avait un événement cyber, à le gérer de façon la plus professionnelle possible. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours? Comment tu es arrivé à ce poste et à ces responsabilités aujourd'hui? Tout à fait. Alors, j'ai fait une école de commerce. Donc au début, j'étais pas du tout destiné à travailler dans l'assurance ou dans la cyber. C'est d'ailleurs souvent le cas dans l'assurance. On y tombe soit parce qu'on a de la famille qui y travaille, soit par accident, je dirais. Donc moi, c'est plutôt par accident. Donc j'étais en école de commerce. J'ai commencé comme tout le monde dans la banque, à l'inspection générale du Crédit Agricole, où j'ai audité un certain nombre d'entités à travers le monde, avec des business très différents, et notamment l'assurance d'ailleurs. Et puis voilà, un courtier m'a appelé, c'est mon ancien employeur qui s'appelle Marche, qui voulait avoir quelqu'un qui connaissait la banque. Et le deal, c'était apprends-moi la banque, parce que toi, tu connais la banque, et moi, je t'apprendrai l'assurance. Et donc, je travaillais à ce moment-là pour les grands clients bancaires français, que vous connaissez tous, pour leur propre programme d'assurance. Et très rapidement, le risque cyber s'est invité dans les discussions. La dépendance à la technologie des banques s'est posée. La première chose, quand je suis arrivé dans mon travail à l'inspection générale, c'était la première question qu'on m'a posée, c'est Jean, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une banque? J'ai dit bon, je crois que oui, mais je crois. Une banque, c'est un gros système informatique. C'est une entreprise qui gère des flux, donc c'est juste un gros système informatique, et donc du coup, on va beaucoup s'intéresser au sujet informatique. Donc dès l'inspection, j'avais ce travers-là qui commençait à venir. Et donc très rapidement, chez Marche, je me suis intéressé à ce sujet-là pour me former. Sur le tas, j'ai passé des diplômes en ligne de cybersécurité, etc. Je voulais vraiment comprendre les RSSI, comprendre leurs problématiques, comprendre leurs risques. Je suis pas un expert informatique, je suis devenu, au fil des années, un expert sur les conséquences financières des problèmes informatiques. Et c'est là que ça mène effectivement les conséquences financières à l'assurance. Et donc, je suis devenu responsable pour la France
chez Marge, puis responsable pour l'Europe. Et voilà, j'ai rejoint Odon il y a quelques mois pour continuer cette aventure et continuer à développer et à parler de ce sujet de la cyberassurance qui est encore, vous le disiez en introduction, qui est encore assez peu connu sur les PME et les ETI et sur lequel vraiment on a beaucoup de travail à faire pour vulgariser et montrer la valeur ajoutée pour les clients et la résilience que ça peut apporter pour les clients. Merci pour cette présentation, Jean. Du coup, on va parler un petit peu, on va revenir aux bases, comme on en a l'habitude dans ce podcast. On va revenir sur l'histoire de l'assurance cyber. Donc, les premières polices, elles ont vu le jour aux États-Unis au début des années 2000, alors que le marché européen, lui, il a commencé à se développer qu'en 2010. Est-ce que tu peux revenir sur ce qui s'est passé aux États-Unis et ensuite en Europe pour qu'on commence à s'intéresser à ce sujet ? Oui, tout à fait. Alors, il y a deux grands déclencheurs de la garantie cyber, et je vais commencer par ces deux grands déclencheurs pour après repartir sur l'histoire. Le premier déclencheur, c'est la fuite de données personnelles, et le deuxième, c'est le problème sur le système informatique, que ce soit un problème d'origine malveillante ou un problème d'origine accidentelle. Donc, soit le système informatique dysfonctionne, soit il y a une fuite de données personnelles. Fuite de données personnelles, c'est des liens avec la réglementation, et le problème informatique, c'est des liens très opérationnels. Le système ne marche plus ou ne marche pas correctement. Donc, aux États-Unis, il y a eu des lois qui ont été votées très tôt, début des années 2000, sur le sujet fuite de données personnelles. Et ces lois ont fait émerger effectivement les premières polices de cyberassurance. Elles s'appelaient d'ailleurs Privacy Liability en anglais, c'est-à-dire effectivement les réclamations suite à une fuite de données personnelles. Donc, le déclencheur, c'était vraiment cette fuite de données personnelles qui était encadrée par la loi et qui permettait des actions de groupe, des class actions, qui permettaient aux personnes victimes de ces fuites de données personnelles de demander une réparation auprès de l'entreprise qui avait subi cette fuite de données. Et c'est toujours un vecteur de sinistre très important aux États-Unis. Ça coûte des centaines de millions de dollars, des milliards de dollars de temps en temps quand il y a ces fuites de données personnelles. Et c'est ça qui a mené à l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui la cyberassurance aux États-Unis dès les années 2000, avec des premiers grands sinistres. Donc d'ailleurs, il y a eu des grands sinistres qui ont coûté cher. Il y a eu des périodes où les assureurs du coup augmentaient très fortement les primes pour payer ces sinistres-là. Et c'était un produit plutôt destiné aux entreprises dans le B2C, donc des entreprises qui vendent directement aux clients finaux. Ça peut être des grands distributeurs, ça peut être des banques de détail, ça peut être toutes ces entreprises, des assureurs qui collectent des données personnelles, gèrent des données personnelles. Et en Europe, il n'y avait pas du tout ce type de réglementation, premièrement, et il n'y a pas du tout cet état d'esprit de faire des actions de groupe, de faire des class actions. On essaye d'importer ça aux Pays-Bas, en France, etc., mais c'est quelque chose qui ne marche pas. Après, en parallèle de cette première tendance sur la partie données personnelles, il y a la deuxième tendance sur la partie système informatique et la digitalisation des entreprises qui n'a pas commencé hier, qui n'a pas commencé dans les années 70 ou 80, qui a commencé bien avant avec les premières révolutions industrielles, deuxième révolution industrielle, mécanisation, les ordinateurs, le big data, la connexion, etc. Et ça amène une dépendance des entreprises et ça a amené une surface d'attaque. Et là, on revient sur des scénarios assez classiques. Il y a 200-300 ans, on attaquait la diligence, même plus longtemps, on attaquait la diligence parce qu'il y avait de l'argent. Maintenant, on voit qu'il y a cette dépendance à l'informatique des entreprises et donc il y a des gens méchants qui vont derrière voir qu'ils peuvent faire beaucoup d'argent ou bien qui peuvent avoir beaucoup d'impact, donc soit des visées idéologiques, soit des visées économiques. Et du coup, c'est là où on voit cette émergence des attaques dans les années 2010, quand les entreprises devenaient vraiment très dépendantes de l'informatique. Et là, c'est partout dans le monde que ça se passe. Alors, aux États-Unis, cette prise de conscience de la dépendance à l'informatique, elle a été un peu masquée par le fait qu'il y avait déjà des polices de cyberassurance sur le volet fuite de données personnelles. Mais en Europe et dans le reste du monde, effectivement, ça a commencé à percoler, ça a commencé à décoller. Ouais, et ça a commencé donc avec la nécessité des grands groupes de s'assurer. Les premiers à avoir conscience, effectivement, les premiers à avoir eu conscience, et c'est un schéma que l'on voit se répliquer dans toutes les régions du monde. Ceux qui sont un petit peu en retard, c'est l'Asie aujourd'hui. Et donc, on voit que c'est les grands groupes, puis les ETI, puis les PME. Donc là, les États-Unis, ils ont fini ce cycle-là dans toutes les branches, soit B2C, mais aussi B2B, les industriels, etc. Et l'année dernière, 2023, on voit que le niveau de prime est resté à peu près
stable. Donc on n'a plus de croissance aux États-Unis. Le marché, il est à peu près établi. Il y a encore un peu, les PME sont toutes, la majorité des PME sont assurées aux États-Unis, contre vraiment un tout petit pourcentage. Contre un petit 10% en Europe, tout à fait. Europe, okay. Et du coup, ça a commencé par les grands groupes dans les années 2010-2015, tout à fait, avec d'ailleurs une profitabilité des assureurs très importante. Il n'y avait pas de grands sinistres, il n'y avait pas de grands événements. Il y a eu quelques petits coups de chaud, mais il n'y a rien eu de très significatif. Ce qui a permis vraiment au marché d'émerger. On commençait, en l'année 2020, on commençait à travailler avec les ETI quand la vague de ransomware est arrivée, la vague de rançongiciel est arrivée. Donc c'est une nouvelle technique. Ça, c'est pas une nouvelle d'ailleurs, c'est une technique qui existait, mais qui a été de plus en plus utilisée par les hackers pour pouvoir effectivement soit bloquer le système d'information et demander une rançon, soit voler une information sensible et demander une rançon en menaçant de divulguer cette information, avec tout un tas de techniques de plus en plus élaborées. Et comme ils se sont rendus compte que c'était très lucratif, ça a explosé. Et on a vu les assureurs commencer à payer énormément de sinistres sur les entreprises assurées. Alors, il y a une bonne nouvelle là-dedans, ça marche. Ça fonctionne, la cyberassurance, ça indemnise. Alors les assureurs, ils ont presque trouvé que ça fonctionnait peut-être un peu trop, mais ça a fonctionné. Mais il y a eu ce retournement de marché qui a eu plutôt un effet de pause et de bloqueur du développement de l'assurance cyber. Parce que quand on vous demandait 2 ou 3 fois le prix qu'on vous demandait avant, vous êtes en train de réfléchir à vous équiper, vous dites finalement, je vais investir cet argent dans ma cybersécurité, on pourra en reparler sur la complémentarité entre les deux. Donc, ça a un peu fait la pause. Là, on est sorti, les assureurs ont retrouvé un équilibre financier en 2022, globalement, donc ça met toujours une petite année à se décanter. 2023, on est reparti sur une croissance forte sur les ETI, et demain sur les PME aussi, un peu en même temps, mais ça prend encore un peu de temps. Est-ce que c'est spécifique au risque cyber, justement, d'avoir des primes aussi changeantes, aussi volatiles Je crois un peu plus que les autres lignes, oui. Alors, il y a des cycles de l'assurance dans toutes les lignes. Donc, c'est pas de nouveau d'avoir un cycle. Donc, le cycle, il est très classique, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de sinistres, donc vous augmentez vos primes. Donc, du coup, effectivement, vous redevenez à la rentabilité. Donc, du coup, il y a du capital qui arrive. Le capital qui vient du marché de l'assurance, il vient des fonds de pension américains, anglo-saxons, qui investissent. Et donc, ils voient qu'il y a une rentabilité très forte parce que les primes sont hautes, donc ils remettent de l'argent, ce qui vient de se passer là sur le marché du cyber. Et donc, ce capital, il arrive de façon très importante. Et derrière, ça va faire baisser les primes. Et donc, du coup, les primes sont plus importantes pour payer les sinistres. Et puis, on recommence. Et voilà. Donc, c'est une histoire de cycle. C'est très classique dans l'assurance. Je crois que sur le cyber, comme c'est assez nouveau, 2000 ou 2010, ça reste quand même hier, quand on voit les assurances dommages qui ont des centaines d'années, les assurances marines qui ont des centaines d'années. Et donc, je crois qu'il y a une fébrilité un peu des assureurs, des réassureurs et des fonds de pension. Ce qui est important, c'est les fonds de pension, c'est eux qui amènent l'argent au début. Il y a une fébrilité par rapport à ce risque, et donc du coup, ils vont retirer leur bille très vite ou le mettre très vite quand derrière la rentabilité va être bonne. Et donc en 2020, moi, mon analyse, vous dites que je suis côté courtier, donc je suis côté du client, donc forcément, effectivement, je me plains des hausses de prix, mais quand même, il y a eu une surréaction des assureurs. En vrai. Parce qu'au bout d'un an, c'était réglé et ils avaient retrouvé la rentabilité. Donc, ils ont eu 10 ans de profitabilité, 1 an où, effectivement, il y a eu une mauvaise année. Après, il y a eu une mauvaise année. Normalement, pour un assureur, il faut qu'il encaisse 100 de primes pour payer 70 de sinistres. Donc 70 de sinistres pour 100 de primes. Là, ils ont payé 150 de sinistres pour 100 de primes. Alors, c'est pas bon, vous n'êtes pas rentable. Mais c'est pas hors de contrôle. Donc, je pense qu'il y a eu cette fébrilité. Et là, je pense qu'il y a cette nouvelle fébrilité dans l'autre sens, parce qu'ils ont vu que du coup, c'est bien revenu et que finalement, ils se sont rendus compte que le cyber, c'est une branche très qui change rapidement. On peut revenir à la rentabilité très rapidement. On se rend compte très rapidement si les ratios, justement, dérivent. Et donc, je pense qu'on est un petit peu plus volatile parce qu'on est au début. Et voilà, c'est comme. Parce qu'on a du mal à prévoir le risque. À prévoir le risque. Et voilà. Et donc, du coup, les capitaux varient beaucoup. Mais c'est une très bonne nouvelle qu'il y a des capitaux qui reviennent et de façon très importante parce que ça permet d'encore une fois, de justifier que le marché est là pour durer. Il y a un besoin chez les clients et il y a une réponse côté assureur. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Mais oui, donc je pense qu'il va rester un peu plus volatile que les autres. Et c'est pour ça que nous, nos conseils aux clients, c'est quand il fait beau, il fait très beau à Paris aujourd'hui, quand il fait beau, qu'on répare son toit pour l'hiver. Donc, c'est pendant l'été qu'on répare le toit pour l'hiver. Et donc là, en ce moment,
il fait très beau sur le marché de l'assurance cyber d'un côté client, parce que les primes baissent, parce que les garanties, etc. On prépare l'hiver déjà. Avec nos clients, on réfléchit. Alors, il y a plein de solutions et plein de choses qui peuvent être faites, mais c'est le moment de préparer l'hiver. C'est le moment de rentrer du bois pour se chauffer pendant tout l'hiver. Et si on résume justement concrètement, à quoi ça sert de souscrire une assurance cyber ? Quelles sont les garanties qui sont proposées ? Donc, la cause, c'est soit la fuite de données, soit le problème sur l'informatique. Le problème sur l'informatique, ça peut être le fameux triptyque des scénarios autour de la confidentialité des données, les données, je dirais, corporate, les données stratégiques de l'entreprise. Ça peut être des problèmes d'intégrité, la base de données qui est vérolée, on n'est pas sûr que ce qu'on produit est conforme au cahier des charges. Les données aujourd'hui, par exemple, chez un réassureur, il va faire ses modèles et il faut que les données soient absolument correctes. Ou ça a des problèmes d'indisponibilité si le SI n'est pas disponible. Donc ça, c'est la cause. La conséquence, il y a 3 grandes parties, 3 grands blocs dans toutes les assurances cyber. Et c'est là qu'on voit que le marché arrive à un palier de maturité, c'est qu'on retrouve ces garanties dans toutes les offres d'assurance. Il y a encore 5-10 ans, ce n'était pas le cas, il y avait des garanties qui étaient absentes, etc. Maintenant, c'est vraiment stabilisé. Le premier, ce n'est pas de l'argent, c'est de la gestion de crise, c'est du support lorsqu'il y a un événement. Un problème cyber, ça commence toujours par une crise. On pourra en reparler parce que c'est absolument fascinant d'accompagner les clients et de voir la créativité des hackers et de voir effectivement comment est-ce que nous, on peut réagir de façon et donner le plus de conseils. Mais donc là, c'est comme dans l'assurance habitation, je ne vais pas te donner de l'argent, mais je vais t'amener un peintre qui va te repeindre le mur. Donc là, on a vraiment ce côté service. On va amener des experts en gestion de crise. Les assureurs vont amener des experts en gestion de crise qui vont aider le client à prendre les meilleures décisions dans les meilleurs temps. Typiquement, un expert en négociation avec les hackers, quand il s'agit de rançongiciel et qu'il faut décider si on paye ou pas la rançon. Est-ce que les hackers sont crédibles ? Est-ce qu'ils ont vraiment les données ? Est-ce qu'ils ont vraiment la clé de décryptage ? Est-ce qu'ils ont voilà. Donc on essaye d'aider les clients à ne pas payer le plus possible et à être pragmatique sur la meilleure décision à prendre. On pourra revenir là-dessus aussi si tu souhaites. Donc ça, c'est premier bloc, gestion de crise. Deuxième bloc, c'est toute la partie perte financière directe. Donc, je fais moins de chiffre d'affaires. Mon usine, je m'appelle Renault, je fais moins de chiffre d'affaires parce que mon usine est bloquée à Flins et donc du coup, je ne peux pas produire mes voitures, je fais moins de chiffre d'affaires. Ou bien, donc, soit des chiffres d'affaires en moins, soit des frais en plus. Je dois dépenser, je dois louer un autre data center pour pouvoir continuer à fonctionner. Je dois payer des gens qui vont réparer mes données. Je dois racheter des serveurs parce que c'est moins cher de racheter des serveurs que de réparer les serveurs qui sont vérolés et d'y aller un par un sur les 2500 serveurs que j'ai à travers le monde. Donc, tous ces frais en plus, c'est le deuxième bloc de la garantie cyber. Donc ça, c'est couvert par l'assurance cyber. L'assurance cyber va rembourser chaque jour de perte d'exploitation et tous les frais supplémentaires d'exploitation. Tout à fait. Et le troisième, c'est les indemnisations de tiers. Donc, je parlais sur la partie fuite de données personnelles. Quand il faut indemniser les personnes physiques, aux États-Unis, le tarif, c'est à peu près 5 à 10 $ par personne. Voilà. Et du coup, si vous avez eu 1 million de fuites, voilà, vous faites le calcul et ça commence à faire un peu de sous. Et donc c'est ça. Ça va être effectivement toutes les relations client-fournisseur. Si je prends l'exemple de Renault. Renault a des fournisseurs. Si Renault est attaqué, Renault ne peut plus produire ses voitures. Donc, va dire à son fournisseur de portes, son fournisseur de pneus, est-ce que tu peux juste arrêter de produire ? Parce qu'en fait, je ne peux pas recevoir tes produits. Et donc, du coup, ça engendre une perte d'exploitation chez le prestataire qui va se retourner contre Renault, dire c'est de ta faute. Voilà, et donc, du coup, qui va demander une indemnisation. Donc, c'est toutes les relations qu'on peut avoir avec des... Et les entreprises sont très très intégrées aujourd'hui avec de nombreux prestataires, des prestataires informatiques, des prestataires non informatiques. La chaîne de sous-traitance, c'est un sujet important et qui va générer ces potentielles indemnisations en fonction des contrats entre le prestataire et son client, par exemple. Mais voilà, donc c'est le troisième volet. Donc premier volet, gestion de crise. Deuxième volet, les frais directs, c'est la perte d'exploitation, c'est les frais en plus. Et troisième volet, c'est l'indemnisation de tiers. Que ce soit chez des personnes physiques, en cas de fuite de données personnelles, ou des personnes morales, en cas de tout type de scénario. Et qu'est-ce qui fait qu'on est assurable ou pas aujourd'hui en tant qu'entreprise ? Parce que toutes les entreprises ne peuvent pas s'assurer contre le risque cyber aujourd'hui. La meilleure entreprise et organisation, j'ai envie de dire. La meilleure réponse du courtier, c'est il dit ça dépend. Ça dépend. Ouais, c'est super parce que ça permet de répondre à tout. Non, mais ça évolue en fait. En fait, le risque évolue et donc du coup, les assureurs et les courtiers apprennent quelles sont les métriques qui permettent de voir si un risque est assurable ou pas. Donc, dans ce studio, non, il n'y a pas. Donc, dans le risque dommage, donc quand vous assurez ce building, il y a un critère clé pour savoir si un risque
est assurable ou pas, ou bien quel est le niveau de prime qu'on va demander, c'est le sprinkler. Donc c'est, vous savez, le truc qui jette de l'eau, là, s'il y a un incendie, ça va automatiquement mettre de l'eau et pour arrêter l'incendie. Et ça fait baisser la prime. Alors je suis pas un expert là-dedans, mais je crois que c'est à peu près 30%. Donc on n'a pas trouvé le sprinkler du cyber. On n'a pas la métrique. Et c'est pour ça que les assureurs ont chacun une approche un peu différente. Et c'est là où le courtier va faire effectivement le tri et organiser cette liquidité du marché pour trouver la meilleure option pour le client. Mais on n'a pas trouvé le sprinkler du cyber. La vague de ransomware, ça a quand même été des scénarios relativement similaires et qui, derrière, nous ont amené à voir qu'il y a un certain nombre de contrôles. Donc là, je vous dis le contraire de ce que je viens de vous dire il y a 5 minutes. Qu'il y a un certain nombre de contrôles qui sont pertinents et qui aident à baisser la fréquence et la sévérité. Il y a un très bon rapport du FERMA. Howden a été très fier de participer. FERMA, c'est l'association des acheteurs d'assurance européens. En France, c'est l'AMRAE, et donc au niveau européen, c'est le FERMA. Il y a un très bon rapport du FERMA qui a été écrit il y a quelques mois, vous pouvez le trouver sur le site du FERMA, et qui parle de 13 contrôles clés. Et vous trouvez, alors on ne va pas aller dans le détail technique, mais il y a l'EDR, il y a le PAM, le MFA, voilà, des choses comme ça. C'est des contrôles qui sont devenus très importants pour les assureurs parce qu'il y a vraiment un impact important sur la sinistralité, et on le voit. Et on voit d'ailleurs que les taux d'équipement, parce que nous, en fait, on suit ça d'année après année chez nos clients, on voit que les taux d'équipement sur ces contrôles clés ont évolué très, très favorablement. Et c'est une bonne nouvelle. Et c'est toute notre approche. On n'est pas un courtier en assurance, on a une partie de conseil aux clients et de dire, voilà, il faut vraiment que vous mettiez ça en place. C'est pas parce que le vilain assureur demande, c'est parce que c'est vraiment pertinent. La nouvelle frontière qu'on est en train de craquer là-dessus, c'est de quantifier. Si vous avez un MFA, quel pourcentage de fréquence et de sévérité en moins vous allez avoir? Et du coup, la conclusion, quelle prime vous devriez avoir en moins? Et donc, on est en train d'arriver à ça. C'est ce qui... Très, très précis. Et c'est super. Et en plus, l'assurabilité, elle va dépendre aussi, enfin l'assurabilité, le calcul va dépendre aussi de la taille de l'entreprise et de son secteur d'activité. Oui, parce que j'ai pas répondu à votre question du coup. Oui, donc votre question, c'est ces critères, ces contrôles, c'est les 13 que vous trouvez dans ce rapport, c'est les contrôles les plus fréquents imposés par les assureurs qui peuvent mener pour certains à dire qu'ils sont inassurables. Et il est vrai qu'il y a certains secteurs d'activité qui très souvent n'ont pas ces contrôles et sont excessivement exposés. Et donc, vous parliez, je crois, tu parlais des hôpitaux publics. Voilà, c'est quelque chose. Le secteur public en général, il y a énormément de données personnelles. Encore une fois, les deux déclencheurs, données personnelles. Alors là, les impôts, ils ont à peu près toute notre vie. Hein. Et puis les impôts, ils se font attaquer régulièrement. Et les impôts, ils se font attaquer régulièrement. Et c'est vrai que l'État. Alors ça dépend. Alors le ministère de la Défense, c'est carré. Mais l'État, en règle générale, et notamment les collectivités territoriales qui ont toutes les informations sur les impôts, parce que c'est décentralisé, sont quand même relativement moins équipés que les entreprises du CAC 40, par exemple. Et on voit, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a cette base de données au niveau mondial de tous nos clients. Et en fait, on peut voir par pays les niveaux d'avancement sur la cybermaturité. On peut voir aussi par secteur d'activité. Et donc le secteur, ça ne te surprendra pas, mais le secteur financier arrive effectivement classé premier. Le secteur de la grande distribution, le secteur parapublic a quand même encore des marges de progrès. Tout ça sur une moyenne. Après, on peut voir acteur par acteur, collectivité par collectivité. Mais c'est vrai que du coup, les assureurs sont plus frileux. Un autre secteur sur lequel les assureurs étaient frileux, mais là, comme on est revenu sur un cycle soft, on a moins ce problème-là, mais par exemple les compagnies aériennes. Si on regarde, c'est pas moi qui le dis, mais les études de l'IATA, par exemple, disent que sur 30 ans, les compagnies aériennes ne gagnent pas d'argent. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes années et des mauvaises années, et tout ça se compense et fait qu'à la fin, elles sont à peu près étales en termes d'argent. Les constructeurs aéronautiques gagnent de l'argent, les assureurs gagnent de l'argent, les banques gagnent de l'argent sur le long terme. Les compagnies aériennes, c'est une équation compliquée, il y a énormément de concurrence, et elles ont, voilà, cette problème de rentabilité intrinsèque historique. Donc, généralement, le niveau de sécurité est quand même relativement faible. Je ne parle pas des grands flagships européens, etc., mais sur les compagnies aériennes. Et beaucoup de données personnelles et une très forte dépendance au système d'information. Parce que elles communiquent en permanence avec les aéroports, quelle porte vous êtes, la 27, etc., etc. Donc, il y a une très, très forte dépendance à l'informatique et un stockage de données personnelles très important. Donc, c'est vrai que du coup, voilà, il y a eu cette réticence d'assureurs, il y a eu des grands sinistres d'ailleurs, en plus, que généralement ça vient aussi suite à des grands sinistres qui ont eu lieu sur ces segments-là, ces secteurs-là.
Il y en a eu dans la presse chez British Airways qui a eu beaucoup de problèmes, que ce soit des événements accidentels, que ce soit des fuites de données personnelles, que ce soit des ransomware, des indisponibilités. Et voilà. Et donc, du coup, ça fait que ces secteurs sont plus difficiles. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de secteurs qui sont sous le radar et qui sont systématiquement inassurables. Mais sur ces secteurs un peu sensibles, il y a des exigences plus fortes sur les fameux 13 contrôles dont je parlais, et peut-être moins fortes sur des secteurs sur lesquels il y a une moindre dépendance à l'informatique, ou bien il y a généralement plus de contrôles qui sont en place par défaut, typiquement le secteur financier. Donc on fait beaucoup de cas par cas finalement. Donc il y a beaucoup de cas par cas, oui, tout à fait. Et c'est le boulot de l'assureur d'ailleurs. La base du boulot de l'assureur, c'est de discriminer, c'est de sélectionner, de faire la part entre le bon grain et l'ivraie, de faire la part entre effectivement les bons risques et les mauvais risques. Chacun a ses propres critères, c'est un secteur très compétitif, et donc chacun va prendre en compte ses propres contrôles. Les 13, c'est pour vous donner une idée des typologies classiques qui sont demandées par les assureurs, mais chacun a sa propre grille de lecture qui fait suite à ses propres sinistres. Il y a un assureur sur le marché qui est très focalisé sur les comptes à haut privilège, les comptes de service, parce qu'il y a eu beaucoup de sinistres là-dessus. Moi, mon analyse, c'est qu'il en fait un peu trop. C'est vrai, c'est un des 13 points clés d'ailleurs, mais je ne mettrai pas autant de pourcentage dans la note finale sur ce contrôle-là que ce qu'ils font eux. Après, ça leur appartient, c'est leur stratégie. Il y en a même qui questionnent jusqu'à l'assurabilité du risque cyber. Ouais. Ça a beaucoup fait la une de la presse ces dernières années. On peut citer Mario Greco, le directeur général de l'assureur suisse Zurich Insurance, qui disait le risque cyber va devenir inassurable. Qu'est-ce que tu en penses, toi Je pense qu'il y a 2 personnes qui ont plus de 60 ans qui ont dit ça, et qu'il y a des milliers de personnes qui souscrivent du cyber tous les jours avec des centaines d'assureurs. Donc je pense qu'effectivement c'était une fausse déclaration, et que même Zurich d'ailleurs souscrit de l'assurance. Donc je pense que c'est plus un sujet aujourd'hui. Est-ce que c'est inassurable ou pas ? Je pense qu'il y a un vrai sujet de réflexion chez les assureurs. Il y a la technologie est en train de changer nos modes de fonctionnement. Il y a des nouveaux risques qui émergent dus à la technologie. Alors, la technologie, moi, je suis très optimiste. Ça apporte plein de choses super. Ça apporte plus d'efficacité. Ça a fait baisser la pauvreté dans le monde. Enfin, je vois le côté un peu sombre parce que c'est mon métier, mais je suis optimiste sur la technologie. Mais il y a quand même des nouveaux risques qui émergent. Typiquement, les risques qui sont couverts dans les polices cyber. Il y a aussi des modifications des risques actuels. Le risque incendie, il a été modifié par l'usage de la technologie. Le risque automobile, il va être modifié dans quelques années par la technologie. Parce que avant, vous aviez un risque individuel. C'était chaque voiture. Et si vous aviez une voiture à Tokyo et une voiture à Paris, il y avait peu de chances que la même tempête les touche en même temps. Demain, quand tout ça va être interconnecté, il va y avoir moins de risques de fréquence, mais plus de risques de sévérité. Et donc, du coup, ça challenge le risque cyber. La technologie challenge les assureurs dans leur métier même, et dans leur métier même de diversification des risques. Parce que tout va être lié à un seul point central qui va être la technologie. Oui, ce qui fait peur aux assureurs, c'est le potentiel systémique du risque cyber. Oui, tout à fait. Mais est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est ? Donc le risque c'est ce que effectivement je viens de dire, c'est qu'effectivement le risque systémique, c'est que on est de plus en plus dépendant de certains acteurs ou de certains scénarios qui pourraient faire tomber un très grand nombre d'entreprises en même temps, et donc du coup ne plus être soutenable par le marché de l'assurance. Historiquement, le risque de guerre est exclu de toutes les polices, parce que si demain, je ne le souhaite pas, mais si demain l'Italie rentre en guerre contre la France et toutes les entreprises françaises déclarent un sinistre incendie puisqu'elles seront bombardées, les assureurs n'ont pas les reins pour assurer tout ça. C'est du risque systémique, c'est trop gros pour eux. C'est trop gros, c'est pas gros, c'est trop gros. Et dans le risque cyber, comme on n'a plus cette notion de géographie, qui est la base de toutes les lignes d'assurance. Toutes les lignes d'assurance ont cette notion de géographie, sauf le risque cyber. Eh ben, on a certains scénarios qui pourraient être systémiques. Je le mets en pourrait. Il y a le fait qu'on utilise tous 3 clouds. Google Cloud, Microsoft Azure ou Amazon Web Services. Si un des 3 ou les 3 en même temps tombent, il y a peut-être un petit problème, pas uniquement en France, mais peut-être dans le monde entier. Et donc, ça fait des pertes colossales si tous les contrats cyber étaient déclenchés. Il y a aussi NotPetya, qu'on a vu en 2017, un malware qui s'est diffusé, comme toutes les entreprises sont interconnectées, un malware qui se diffuse dans toutes les entreprises en même temps. Donc il y a quelques... C'était Coaxis, décembre 2023,
Qui s'est fait attaquer, qui a mis à mal des milliers de cabinets de comptables en France. Tout à fait. D'un seul coup. Donc on voit des points de concentration de risque, et c'est ce que cherchent les hackers, parce qu'ils cherchent à nous faire mal pour pouvoir avoir soit une déstabilisation géopolitique, si c'est leur objectif, soit de faire de l'argent, soit les deux d'ailleurs. Tout ça est un petit peu lié. Et comment réagissent les assureurs face à ça? Donc moi je pense que pour revenir à mon point tout à l'heure sur le fait que le risque cyber est systémique, oui, le risque automobile va devenir systémique demain, puisqu'il sera lié à la voiture autonome, etc. Donc en fait, les assureurs, ils sont devant cette question de dire, si j'arrête, parce que c'est systémique, je n'existe plus. Parce que tout sera systémique ou tout ne sera plus. Et donc du coup, et c'est pas moi qui le dis, c'est une personne plus intelligente que moi, c'est Thomas Buberl d'AXA, le PDG d'AXA, et qu'ils ont bien conscience de ça, ils ont bien conscience de ce challenge qu'ils ont devant eux, d'apporter de la valeur ajoutée dans ce monde qui devient de plus en plus systémique. Et en fait, moi je pense qu'aujourd'hui, le risque, enfin la cyberassurance, c'est petit. C'est 12 milliards de primes au niveau mondial, 12, 13, 14 milliards. Chacun a une vision un peu différente, mais c'est pas grave. C'est à peu près cet ordre d'idée-là. Les polices dommages, c'est plusieurs centaines de milliards. Les polices automobiles, on est près de 1000 milliards. Donc c'est un nain. Donc il n'y a pas encore énormément de risques, mais c'est un fabuleux laboratoire pour pouvoir essayer de comprendre. Et moi, je pense que on est beaucoup trop tôt pour pouvoir prendre une décision sur est-ce qu'il faut arrêter cette ligne, etc. Il faut d'abord qu'on comprenne mieux. Et quand on parle aux assureurs aujourd'hui, j'ai 3 exemples en tête d'assureurs. Il y en a un qui me dit, pardon, moi, après 72 heures, si un gros sinistre systémique comme ceux qu'on vient d'évoquer reste plus de 72 heures, moi, ça sera trop gros pour moi. Et donc, du coup, je déclare que c'est systémique après 72 heures. Mes modèles me disent ça. Il y en a un autre qui me dit, moi, dans les premières 72 heures, c'est déjà systémique et ça peut épuiser toutes mes polices et me mettre par terre. Donc, est-ce que ça peut devenir une exclusion, du coup après, ils réfléchissent à des exclusions. Ouais. Et donc, il y en a un qui dit c'est après 72 heures que c'est systémique, l'autre qui dit c'est avant 72 heures que c'est systémique, et il y en a un troisième qui dit, moi, dans mes modèles, de toute façon, les Amazon, etc., au bout de 72 heures, ils seront revenus, bon an, mal an, ça ne sera pas parfait, mais ils seront revenus. Et donc, du coup, ça ne sera pas systémique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on sait qu'on ne sait pas et qu'on a beaucoup à travailler et à mettre en commun. Et donc, moi, mon appel, c'est plutôt à mettre en commun nos savoirs, bâtir des modèles, les challenger, prendre tous les événements qui se passent à travers le monde, Coaxis en est un, comment est-ce que ça réagit, comment est-ce que ça a été géré, quelles ont été les pertes, et pour pouvoir avoir une meilleure connaissance. Et après, il y a un certain nombre de mécanismes qu'on pourra utiliser. Les mécanismes des pools gouvernementaux. Il y a le CatNat, le GAREAT pour des événements de terrorisme en France. Donc, c'est l'État qui couvre au-delà d'un certain seuil. On pourra réfléchir à ce type de solution. Mais pour moi, on est beaucoup trop en amont. On n'a pas encore fait notre travail d'être d'accord entre nous. C'est ce qu'on disait au début, c'est qu'on manque de données sur ce risque, d'historique sur ce risque, justement, pour avoir une bonne connaissance, pouvoir le prévoir. Oui, oui et non. Je pense qu'on n'aura jamais de données sur ce risque. Parce que le risque évolue. Donc, nous, on a collecté plein de données depuis des années. C'est super, mais en fait, les données d'il y a 3 ans, elles ne servent plus à rien. On a changé les questions entre-temps, on a changé les sujets parce que le risque a évolué. Et je vous disais, les 13 points, le rapport, il date d'il y a 6 mois. Aujourd'hui, il est encore valide. Dans 1 an, il sera peut-être obsolète. Et en fait, on s'en fiche de ces données. Vite, parce que voilà, ça évolue très très vite. Parce que la base, c'est que comme on a fait cette vague de ransomware, on a vu qu'il y avait des contrôles qui servaient à quelque chose. On a poussé les clients à le mettre en place. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les hackers ? Ils vont créer un nouveau scénario. Ils sont plus malins. Donc, ils vont créer quelque chose de nouveau. Donc, moi, je pense qu'il faut partir du postulat qu'on n'aura jamais toutes les données qu'on souhaiterait avoir, comme sur l'assurance construction, l'assurance habitation ou voilà, l'assurance automobile, où on peut modéliser. Donc, le classique, l'assurance marche sur 2 métriques. Premièrement, c'est la géographie comme élément de diversification de base. Ça ne marche pas en cyber. Deuxièmement, c'est l'historique des sinistres comme élément de projection pour le futur. Ça ne marche pas en cyber. Mais c'est super, il faut qu'on se réinvente et il faut qu'on trouve une façon de le faire. Et les assureurs, sur les 15 dernières années, l'ont fait. Sauf 1 année, ok. Mais sinon, ils l'ont fait. Donc, ça fonctionne, en fait. Et on arrive à trouver des nouvelles métriques. Et c'est ce que disait Thomas Buberl dans cette interview, dans je ne sais plus quel journal.
il disait, voilà, il faut vraiment se réinventer. Et c'est ce qu'attendent les clients. Alors moi, je porte la voix des clients, mais ils attendent vraiment des assureurs de l'aide sur ce sujet-là, une complémentarité par rapport à tout ce qui peut leur être proposé sur le volet cybersécurité. Et c'est le défi qu'on a tous ensemble. Et on est tous dans le même bain, il faut tous qu'on travaille. Donc je pense que sur ce risque systémique, sur le volet couverture, exclusion, il est urgent de rien faire. En revanche, sur le volet, nous, travailler entre nous, bâtir nos modèles, se challenger, je pense que c'est intéressant. Pour revenir à ton point sur la data, c'est la technologie, la data, c'est la base du risque cyber. C'est ce qui crée le risque cyber. Mais je crois que c'est aussi la solution. Je crois qu'avec la data, on va pouvoir prendre des meilleures décisions. Si on sait, je le disais tout à l'heure, que mettre le MFA, ça réduit de 18% la sévérité et de 12% la fréquence, on va demander à la prime de baisser de 15%. Et donc, on va justifier, le RSSI va justifier son investissement de façon quantifiée auprès de sa direction, auprès de son directeur financier, qui généralement n'est jamais très enclin à faire des dépenses, c'est par construction. Et donc du coup, on va pouvoir l'utiliser. Mais cette data, malheureusement, elle va être obsolète assez vite, parce que le risque évolue. C'est la nouveauté du risque cyber. Et c'est ce qui fait que c'est passionnant de travailler dans ce secteur. En plus d'évoluer le risque cyber, quand on travaille dans l'assurance cyber, surtout, on fait face à des idées reçues de la part des entreprises, comme celle évoquée juste précédemment. Tu parlais du cloud. J'ai mes données dans le cloud, du coup, j'ai pas besoin de me protéger ou de m'assurer. Qu'est-ce que tu réponds à ce genre de remarques ? Oui. Bon, alors, on l'entend moins. Je pense qu'il y a un niveau... Après la vague de ransomware, il y a quand même eu un niveau de prise de conscience. Un des points fondamentaux, et il faut aller voir les conditions générales d'Amazon Web Services, elles sont disponibles en libre service sur leur site, il faut aller les voir. La base, c'est on peut outsourcer une prestation, on n'outsource jamais le risque. Et donc, le risque final à la fin, il reste chez l'entreprise. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs scénarios qui font que malgré le fait qu'on est dans le cloud, on va avoir une indisponibilité ou une fuite de données, ou confidentialité, intégrité, voilà, un de ces trois scénarios. Premièrement, c'est pas parce qu'on est dans le cloud que le hacker peut pas s'introduire dans ce système d'information, que ce soit un système d'information chez soi ou ailleurs. C'est pas forcément, ça ne change rien pour lui. Il va s'introduire de toute façon pour aller piquer des données ou pour aller bloquer des données. C'est vrai que dans le cloud, il y a des options payantes qu'il faut prendre. Il y a des options avec généralement pour acheter des briques de cybersécurité qui sont quand même relativement costauds et plus costauds que ce que les clients peuvent prendre quand ils ont leur propre système informatique. Mais le hacker peut toujours venir. Après, il y a ce risque un peu plus systémique, c'est si le cloud tombe, donc on est quand même dépendant d'un tiers. Et là-dessus, effectivement, les clauses de responsabilité dans les contrats sont très claires. Si le cloud tombe, c'est pour l'entreprise. Donc, il y a un certain nombre de scénarios qui font que, malgré le fait qu'on soit dans le cloud, le risque perdure quand même. Donc, ça modifie le profil de risque de l'entreprise, mais ça ne réduit pas le risque à zéro. Oui, voilà, le risque zéro n'existe pas sur le risque cyber. Il y en a d'autres qui disent « je fais déjà des sauvegardes, donc je suis bien protégé ». Qu'est-ce que tu réponds ? C'est bien, il faut les faire. Ça fait partie des points clés que les assureurs mais il faut les faire demandent. bien. Mais il faut les faire, voilà. Le faire, aujourd'hui, faire une sauvegarde, alors c'est bien, et les cas où l'on voit où malheureusement à la fin la rançon est payée, c'est des cas où l'entreprise est au niveau zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de sauvegarde qui sont faites. Et ça, c'est quelque chose... Bon, c'est vrai qui nous met dans des situations inconfortables parce que c'est très difficile de ne pas payer la rançon et parce que l'entreprise va mettre la clé sous la porte. Est-ce que vous vérifiez si l'entreprise elle fait bien ses sauvegardes au moment où elle s'assure ou pas ? Comment on peut vérifier ça ? C'est par des questions, c'est par des échanges avec les clients. Donc la sauvegarde, c'est bien. La sauvegarde offline ou la sauvegarde séparée, c'est encore mieux. Donc le diable est dans les détails. Et donc cette question, ou en tout cas ces questionnements sur les backups, les sauvegardes, je pense qu'on n'a pas encore trouvé au niveau du marché de l'assurance la question claire pour pouvoir vraiment envoyer un message clair aux assureurs justement de est-ce que l'entreprise est correctement sécurisée sur ce volet-là. Si vous êtes dans le cloud, ça ne sera pas offline, donc ça ne marche pas. Il y a la partie immutable, la partie immuable, des solutions techniques qui existent sur ce sujet-là. Donc on n'a pas encore trouvé la question restaurable, la question simple. Est-ce que vous faites des tests sur vos sauvegardes régulièrement pour voir si elles sont... Parce qu'il y en a eu des cas où en fait, on reprenait les sauvegardes qui étaient offline, etc. Mais en fait, elles ne marchaient plus. Elles n'avaient pas été copiées correctement. Donc,
c'est un petit peu plus compliqué que juste que vous faites des sauvegardes. Puis on adorerait que ce soit simple comme ça. Un grand nombre, plus que ce qu'on croit, qui pensent faire des sauvegardes, ces sauvegardes offline, déconnectées, immuables, testées, mais qui en fait n'en ont pas. Ouais. Donc, faut bien se renseigner. Tout à fait. Il y en a qui disent aussi, voilà, moi je suis un petit acteur, donc là je parle surtout de notre tissu économique PME, j'intéresse personne, je ne me sens pas ciblée par les cyberattaques. Tout à fait. C'est le sujet du maillon faible. C'est un sujet, effectivement, on est tous intégrés dans une chaîne qui nous dépasse, et les gros constructeurs automobiles, les gros constructeurs aéronautiques, ils regardent l'intégralité de leur supply chain, l'intégralité de leur chaîne de sous-traitants, parce que si un petit sous-traitant en bout de chaîne qui fait les boulons pour l'A350 est attaqué, ça peut mettre à mal toute la supply chain. Et donc la raison du hacker d'attaquer ce petit sous-traitant, c'est peut-être pour mettre à mal un des principaux acteurs mondiaux de la construction aéronautique, de la construction automobile, de la construction de centrales nucléaires ou que sais-je. Donc il y a premièrement le fait d'être dans une chaîne. Deuxièmement, c'est le dommage collatéral. C'est le cas de nos amis de chez Norsk Hydro, de nos amis, c'était OneNote-Petya, je crois, où l'objectif était de taper une entreprise qui avait un logiciel spécifique, logiciel A, et du coup, ils ont envoyé un malware, les hackers, sur le net, qui a tapé toutes les entreprises qui avaient ce logiciel A. Mais la pauvre petite PME de la Somme, qui n'a rien demandé à personne, elle a ce logiciel A et elle va se faire taper par ce virus. Donc il y a aussi ce volet dommage collatéral quand on utilise des briques technologiques qui sont visées par les hackers pour d'autres cibles. On le répète, tout le monde est concerné par le risque cyber. Oui. Il y en a aussi qui disent l'essentiel de mon informatique est chez un prestataire spécialisé, ça ne craint rien. Ou je fais confiance à mon prestataire informatique, donc je n'ai pas besoin de me protéger. C'est un peu la même réponse que pour le cloud. C'est pareil. C'est-à-dire que, effectivement, ça ne veut pas dire que le hacker ne peut pas rentrer chez ce prestataire, et ça sera la responsabilité et la perte financière de l'entreprise. Et deuxièmement, effectivement, il y a cette dépendance à ce prestataire qui est un nouveau risque qui émerge à la suite de cette opération d'outsourcing. Et on a le cas aussi d'entreprises qui parfois n'ont pas de site internet, c'est vrai, ça existe, oui. Et donc qui pensent ne pas avoir besoin non plus de se protéger contre ce risque. Est-ce que tu as déjà eu le cas ? Oui, tout à fait. Non, en fait, la question, moi je travaille vraiment sur ces 3 grands scénarios de confidentialité, intégrité, indisponibilité. Et donc, il y a 3 questions. Est-ce qu'il y a des données que vous avez sur votre système informatique qui sont sensibles et vous aimeriez pas trop qu'elles soient divulguées ? Est-ce que vous avez des données qui sont sensibles et vous aimeriez pas trop qu'elles soient altérées ? Est-ce que si votre système informatique tombe pendant 48 ou 72 heures, il y a un problème ? Si la réponse est oui à une de ces 3 questions, et la réponse est toujours oui à une de ces 3 questions, il y a une exposition. Oui, donc on peut avoir en fait un système d'information avec une boîte mail, etc., mais pas avoir de site internet, de site vitrine. En fait, le risque cyber n'est pas forcément lié au fait d'avoir un site internet. Et même les commerçants souvent nous disent « mais moi, j'ai pas de site marchand ». Oui, mais tu acceptes la carte bleue dans ton magasin ? Oui, la carte bleue, c'est un système informatique. Enfin, le TPE, là, c'est un terminal de paiement, c'est un système informatique, et on a vu des cas de fermeture de magasins parce que ces TPE étaient tombés, parce que ces TPE avaient été hackés. Donc tout à fait, c'est pas lié au site internet. Si le site internet est marchand, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est très dépendant de la disponibilité du site internet, on est très dépendant sur les sujets de protection de données personnelles, parce qu'on doit collecter, j'imagine, des données personnelles. Après, voilà, faut parler avec l'entreprise et voir un petit peu les différentes manières dont ils sont organisés, mais ça augmente le risque. Mais sans site internet, vous êtes un petit industriel qui fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires près de Poitiers. Vous n'avez pas de site internet, mais votre chaîne de production, elle est extrêmement automatisée, elle est extrêmement digitalisée. Et derrière, si ça tombe, si l'informatique tombe, vous avez un problème de production. Tout à fait. Après, c'est vrai que la sensibilisation fait son chemin aujourd'hui en France auprès de ce segment d'entreprise. Est-ce qu'il y a aussi des idées reçues du côté des courtiers en assurance, justement, puisque c'est ton sujet, concernant le produit d'assurance cyber, donc des courtiers qui sont plutôt réfractaires à proposer ce produit ou qui ne savent pas trop comment s'y prendre pour proposer ce produit d'assurance ? Oui, c'est le principal frein
au développement, c'est que les intermédiaires au sens large, que ce soit les agents d'assurance, que ce soit les courtiers, sont pas assez sensibilisés, c'est mon cheval de bataille, et ont peur de parler de ce sujet-là, parce que c'est un sujet qu'ils ne maîtrisent pas. Et donc, il y a toute une... pour moi, il y a deux choses. Il y a une formation. C'est devenu, dans tous les classements, un des deux gros risques des entreprises. Il y a le risque lié au climat et il y a le risque lié à la technologie, au cyber. Donc, il faut passer ce message de sensibilisation auprès de tous les courtiers et tous les distributeurs d'assurance. Vous devez parler de ce sujet avec vos clients et les former. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un effort collectif qu'il faut tous qu'on fasse. Il faut qu'on simplifie tout. La souscription, le produit, l'explication, la gestion de sinistre. Il faut que tout soit beaucoup plus simple. Quand c'est trop compliqué, je n'achète pas. Bernard Madoff, c'était compliqué parce qu'il y avait un fonds, il disait qu'il y avait toutes ces actions dans son fonds. Si vous preniez toutes ces actions dans son fonds, ça faisait 2% de croissance. Et lui, il affichait 10. Bon, c'est compliqué. Non, si c'est compliqué, tu n'achètes pas. Donc, le produit d'assurance, il doit être simple pour pouvoir être compris et mettre en avant les vraies valeurs ajoutées. Je pense que pour les PME notamment, la première valeur ajoutée, c'est la gestion de crise. C'est le fait que s'il y a un problème, il va y avoir des experts qui vont aider l'entreprise et qui vont être totalement alignés avec eux pour arriver à prendre les bonnes décisions sur comment est-ce qu'on reconstruit le système informatique, sur ce sujet de la rançon, on pourra en reparler, sur tout un tas de sujets dont ils se sont jamais posé la question avant parce qu'ils n'ont pas eu à gérer ces crises-là. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Il y a l'indemnisation financière aussi. Une PME, quand elle a une cyberattaque, elle peut mourir. Un grand groupe, quand il a une cyberattaque, il va faire un profit warning. Il va dire en bourse qu'il gagnera un peu moins d'argent. Donc la PME, elle a vraiment cette valeur ajoutée d'avoir cette enveloppe financière et d'avoir la gestion de crise. La gestion de crise aidant d'ailleurs à un moindre impact. Donc, il faut qu'on soit plus focalisé sur ces valeurs ajoutées pour le client, écouter plus le client et simplifier tout le reste du processus. Et la technologie peut nous aider, les retours d'expérience sur les sinistres peuvent nous aider. On voit qu'il y a plein de questions que les assureurs posaient qui n'étaient pas pertinentes. Mais c'est pas négatif, on s'est rendu compte au fur et à mesure. Et donc, il faut qu'on les supprime pour pouvoir faire un processus de souscription qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Et si tu avais un conseil à donner à un courtier en assurance qui veut s'y mettre, justement, qui veut intégrer le produit d'assurance cyber au sein de... Oui. Nous, on a un partenariat, et ce n'est pas exclusif à nous, on a un partenariat avec une compagnie qui s'appelle la Cyber Insurance Academy, qui offre des formations en ligne sur ce sujet-là, sur le sujet de c'est quoi la cyberassurance pour les nuls, c'est quoi la cybersécurité pour les nuls, et c'est vraiment un produit qui est, vraiment une formation qui est destinée à tous les courtiers, les agents, les distributeurs qui veulent en savoir un petit peu plus. Donc, soyez curieux. Allez vous renseigner, c'est un exemple parmi d'autres. Nous, on l'offre à tous nos employés chez Howden. On est 16 000 au niveau mondial, on est 100 en cyber, mais on est 16 000 au niveau mondial. On a décidé de l'ouvrir à tous les employés. Le courtier en dommages, le courtier en flotte automobile, le courtier en n'importe quoi, dans n'importe quel pays, il a accès à cette formation parce que c'est pas un sujet cyber, c'est un sujet transversal des entreprises. Et quand vous parlez à votre client sur la flotte auto, peut-être qu'il peut y avoir des questions, il faut que vous sachiez y répondre. Après, voilà, ça veut peut-être dire que ça va avoir un intérêt côté client et qu'il faut qu'on continue la discussion côté cyber, mais ce n'est pas un sujet qui est réservé aux des experts cyber. Il faut que ce soit un sujet qui soit embrassé par tout le monde. Et donc, mon conseil, c'est soyez curieux, allez-y, renseignez-vous et ne laissez pas passer le train. Ça va être la 3e ligne d'assurance dans quelques années. Et ça, il faut que vous soyez au courant quand vous parlez à vos clients. Oui, donc on vous demande pas d'apprendre à coder, par exemple. Non. On ne demande pas de devenir expert technique en cybersécurité, mais il y a des moyens, en effet, d'apprendre la cyber, les grands principes de la cyber assez simplement. Merci pour ton retour d'expérience à ce sujet. Et enfin, une dernière idée reçue, mais cette fois qui nous vient directement du monde des experts en cybersécurité. On passe de l'autre côté. Les assureurs ne seraient là que pour payer la rançon. Qu'est-ce que tu leur réponds ? Oui, alors il y a l'assurabilité des rançons, c'est un débat en soi. Aujourd'hui, dans notre expérience de sinistre en France et en Europe d'ailleurs, le coût de la rançon dans les sinistres ransomware, c'est 70% des sinistres qu'on gère. Dans ces 70%, le coût de la rançon, c'est entre 5 et 10%, in fine. Donc c'est très faible parce qu'il y a plein d'autres coûts, les coûts de perte de chiffre d'affaires, les coûts, etc. Donc les assureurs ne sont pas là que pour payer la rançon. Les assureurs sont là pour payer les conséquences financières d'un sinistre cyber.
malheureusement, y compris la rançon, si le client allait vers ce choix-là. C'est un choix qui est fait par le client, et la puissance de la cyberassurance, ça va être de mettre à disposition des experts, notamment des experts en négociation avec les hackers, pour essayer de tout faire pour pas la payer. Parce qu'il y a je pensais que le choix a été fait quand même en accord avec l'assureur. L'assureur laisse le choix. Enfin, l'assureur paye cet expert pour que cet expert puisse donner toutes les informations qu'il a dans le temps requis pour que les entreprises prennent la meilleure ou la moins pire des décisions. En toute connaissance de cause, disons. En connaissance du maximum, voilà, en tout cas, parce qu'on est toujours contraint par le temps, et c'est toujours cette réflexion de est-ce que j'attends 2 jours de plus ou quelques heures de plus, ou est-ce que je prends ma décision maintenant? Donc je dirais que le but, tout le monde sait qu'on n'aime pas payer les rançons parce que ça va entretenir le cercle vicieux. On est tous d'accord avec ça. Donc la beauté, à mon avis, de l'assurance, c'est qu'elle va donner tous les moyens à l'assuré de comprendre quels sont les tenants et aboutissants pour essayer de ne pas payer. Moi, j'ai le cas d'un sinistre en Grèce que j'ai vu il y a quelques semaines, où le client était un constructeur et il avait un mandat avec le Pentagone, avec le ministre des Armées américain, pour construire des parkings, enfin rien de très sensible, mais bon, c'est quand même avec le Pentagone, et aux États-Unis. Et donc voilà, il se fait attaquer, et sur spécifiquement ce contrat, donc le montant du contrat et toutes les informations sur ce contrat-là, avec une menace de divulgation et une demande de rançon de quelques millions d'euros, je ne sais plus combien c'était. Et là, au début, il voulait payer, il disait non, mais c'est trop sensible si ça se sait, etc. Et donc on l'a vraiment accompagné en le faisant réfléchir sur les conséquences. Aujourd'hui, c'est devenu acceptable de se faire attaquer. C'est inacceptable de se faire attaquer 2 fois en quelques mois, mais c'est devenu acceptable de se faire attaquer 1 fois. Et donc on l'a amené à prendre cette décision. Qu'est-ce qui est le mieux? Dans l'idéal, il ne faudrait pas payer, mais bon, il a décidé de ne pas payer. Ça a été divulgué, il a informé le Pentagone avant, le Pentagone a pris acte. Ce n'était pas des documents très sensibles, encore une fois, c'était des parkings. C'était pas la salle, le data center du Pentagone. Donc voilà, c'est toute cette réflexion qui est la valeur ajoutée de l'assureur. Et donc, à la question qu'on m'a déjà posée, est-ce que les clients assurés ou non assurés, les clients assurés payent plus ou moins la rançon? Par définition, je ne sais pas, parce que les clients non assurés, je ne les vois pas. Mais mon intuition, très forte, très forte, c'est que les clients assurés payent beaucoup moins la rançon. Oui, parce qu'ils sont beaucoup mieux conseillés. Parce qu'ils sont beaucoup mieux conseillés dans cette phase de gestion de crise. Et de temps en temps, on arrive trop tard, c'est très frustrant. Moi, j'ai eu des cas où on arrivait trop tard, le client avait déjà payé, et parce que vous arrivez au bout de quelques heures, il a déjà pris sa décision, et là, ah non, c'est dommage, quoi. Déjà au bout de quelques heures, donc ça va très vite, va très vite au moment de l'incident. Ouais. Nous, chez Stoic, donc on se trouve plutôt à la croisée entre ces 2 mondes, donc l'assurance, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, et aussi celui de la cybersécurité, que je mets beaucoup moins en avant donc dans mes communications dans le podcast, ainsi que la tech, comme tu l'as mentionné tout à l'heure. Je remarque que l'assurance, elle a du mal à trouver sa place dans le monde de la cybersécurité. C'est un produit assez récent, donc il y a déjà beaucoup d'outils de cybersécurité qui existent pour les entreprises qui sont un petit peu perdues face au choix qu'elles doivent faire pour se sécuriser. Est-ce que l'assurance cyber, c'est un énième outil sur le marché, selon toi, ou est-ce que ce produit doit être complètement décorrélé de la cybersécurité? Alors, je pense que les deux... Alors, le sujet cyber, c'est pas un sujet de cybersécurité, c'est un sujet de direction générale, c'est un sujet transversal, c'est un sujet qui doit être pris. Il a un tel impact, il peut mettre une entreprise par terre. C'est un des 2 principaux risques, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est pas un sujet du RSSI, c'est un sujet de l'entreprise, et c'est vrai qu'une des personnes clés dans l'organisation, c'est le RSSI qui le porte. Mais le DRH, avec toutes les formations pour prendre conscience du risque cyber, il a un rôle éminent à jouer. Le directeur juridique, il a un rôle éminent à jouer. Donc c'est pas le RSSI qui porte ce sujet tout seul, c'est le directeur général qui porte ce sujet et qui s'appuie sur un certain nombre d'experts, le RSSI notamment, mais pas que. Donc dans ce cadre-là, la cyberassurance, moi, ma vision, c'est qu'elle s'inscrit en complémentarité avec les autres outils qui sont mis en place par les autres directions de l'entreprise. Et si je simplifie un peu à outrance, la direction informatique, le RSSI, il va mettre en place des mesures de cybersécurité, des antivirus, des firewalls, pour parler un peu simplement, qui vont réduire la fréquence, qui vont empêcher le plus possible que les malwares rentrent, et quand effectivement ils sont rentrés, pour essayer de les détecter, de les éliminer. Et la cyberassurance, elle est complémentaire et elle vient aider pour la sévérité. Si le malware se déclenche,
il y a une conséquence financière et ça va être couvert par l'assurance. L'assurance, elle vient aussi sur ce volet gestion de crise, comme je l'ai dit, et donc elle va venir aider le RSSI. Elle ne vient pas bypasser, elle vient aider et proposer ses experts en lien avec le RSSI. Et il faut se mettre d'accord avant pour voir comment est-ce que la gestion de crise va se faire et va intégrer les potentiels experts amenés par l'assureur. Ce n'est pas obligatoire. Sur les PME, généralement, ils ne savent pas, donc ils préfèrent aller voir les assureurs. Sur les grands groupes, c'est quelque chose qui se fait un petit peu de façon jointe, où on prend certains experts côté assureur, certains experts côté du RSSI pour mettre un panel qui soit pertinent. Donc moi, je le vois comme totalement intégré. On est dans une même équipe et je suis très optimiste sur le risque cyber parce que, par définition, les hackers sont en avance. Ils voient des failles, ils vont l'exploiter, etc., sans qu'on le sache. Mais je suis très optimiste parce qu'il faut que nous, on soit tous unis, que ce soit les différentes compétences de l'entreprise, que ce soit les différents pays, que ce soit les différents acteurs publics, privés. Et c'est en étant plus unis qu'on aura une meilleure résilience des entreprises. Si une entreprise aujourd'hui a une cyberattaque, que grâce à la gestion de crise de l'assureur, que grâce au travail de préparation du RSSI, en 24 heures, elle est de retour en opération normale, le hacker a perdu. Le hacker a perdu parce qu'il n'a pas réussi à disrupter l'entreprise, il n'a pas réussi à avoir sa rançon, etc. Et donc, du coup, on enverra un signal très fort. T'y arriveras pas, mon vieux, va ailleurs parce que chez nous, on est bien sécurisé. Donc, il faut qu'on soit tous ensemble. Et donc, l'assurance, elle a un rôle. En revanche, l'assurance, elle doit énormément parler au RSSI. Elle doit être challengée par le RSSI sur les besoins. Par exemple, la gestion de crise. Les premières polices d'assurance imposaient le panel de l'assureur. Pour moi, c'est une idiotie. Il faut faire ça conjointement avec le RSSI, qui sait mieux quel prestataire approcher quand il a un sinistre à Nantes. Est-ce que c'est le RSSI ou est-ce que c'est l'assureur à Londres ou je ne sais pas où? C'est plutôt le RSSI qui sait. Donc, il faut travailler ces sujets-là pour que l'assurance réponde aux besoins du client et pas le client répond aux besoins de l'assureur. Et dans les pays anglo-saxons, par exemple, l'assurance cyber, c'est une brique logique de la cybersécurité. Pourquoi est-ce que c'est pas le cas en France aujourd'hui? Quel est ton avis sur la question? Je pense que ça le devient. Moi, il y a cette taux de pénétration chez les PME, les ETI qui devient de plus en plus important. Je pense que le fait qu'il y a eu cette vague de ransomware, alors moi comme je suis courtier, j'ai pas payé les sinistres, donc moi je suis très content qu'il y ait eu cette vague de ransomware parce que ça a montré que ça marchait. Et ça a montré au RSSI que c'était effectivement un outil qui était utile. Je me rappelle d'un article à l'époque que je n'arriverai pas à retrouver aujourd'hui, du PDG d'Alten qui a subi une cyberattaque il y a quelques années et qui disait « Mon premier conseil, c'est de prendre une cyberassurance ». Et en fait, on démontre par l'exemple. Malheureusement, les clients attendent de temps en temps d'être cyberattaqués pour s'assurer, ça c'est dommage. Mais en tout cas, on démontre quand les clients sont cyberattaqués, on démontre par l'exemple que la cyberassurance, ça marche. Et donc, il y a vraiment cette symbiose qui est en train de se faire. Et pour revenir à Stoic et aux InsurTech, le fait qu'il y ait de plus en plus d'acteurs qui travaillent main dans la main au sein même de l'entreprise, d'un même assureur, d'une même InsurTech, ça montre aussi cette convergence. Et je pense que c'est quelque chose qui est très bénéfique pour le monde des RSSI qui ne voit pas l'assureur comme quelqu'un en costume, un peu comme moi, pas très marrant, quoi. Justement, qu'est-ce que tu penses de ces nouveaux acteurs de l'assurance cyber qui proposent des solutions complémentaires, donc entre assurance et cybersécurité, comme ce que propose Stoic, comme tu viens de dire? Tout à fait. Et on voit cette tendance-là dans beaucoup de pays, en Allemagne, aux États-Unis et en France avec Stoic, effectivement. Moi, je vois très positivement. En fait, si on fait le point sur le marché, donc il a commencé par les grands comptes, et partout dans le monde, les grands comptes sont plus ou moins équipés, comme on le disait. Ça veut dire que le marché de l'assurance a répondu aux besoins des clients, à grosse maille. Il n'y a pas eu besoin d'innovation, il y a toujours besoin d'innovation, mais il n'y a pas eu besoin de disruption majeure. Sur le marché des PME, le taux d'équipement a évolué très favorablement aux États-Unis avec l'émergence de ces InsurTech, et en Europe, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Donc, qu'est-ce qu'elles amènent, ces InsurTech, que les acteurs traditionnels peut-être n'amenaient pas? Pour moi, il y a deux sujets principaux. La simplification, je suis un peu obsédé par la simplification, mais je pense qu'il y a vraiment ce focus de simplifier le parcours client. Et deuxièmement, la tech qui est intégrée, le fait de donner des conseils aux clients pendant l'année,
ongoing monitoring, je ne sais pas comment le dire en français, mais oui, on dit monitoring en continu. Monitoring en continu, ouais, ça marche aussi. Et voilà, et donc le fait d'avoir ces deux expertises au sein même de l'entreprise, on est vu comme pertinent chez celui qui gère les assurances, on est vu comme pertinent chez celui qui gère la cybersécurité, et donc on est vu comme complémentaire et pertinent en général. Donc je pense que c'est les deux points de force, et on voit ces modèles déployés dans tous les pays en train de s'équiper en PME. Il y a vraiment cette corrélation. Et voilà. Après, le challenge pour ces InsurTech, la base d'une compagnie d'assurance, c'est la diversification, et notamment la diversification entre les lignes d'assurance. Et donc là, être un monoliner, je pense que c'est dur d'avoir qu'une seule branche. C'est vrai pour le cyber, mais c'est vrai pour toutes les autres lignes. Et donc, on voit dans les plus grosses InsurTech au monde, Coalition, pour ne pas la citer, aux États-Unis, qui est vraiment énorme, qui est le deuxième acteur mondial aujourd'hui. Donc, sur 12 milliards, ils ont 1 milliard, donc c'est de primes, donc c'est quand même beaucoup. Et on voit qu'ils ont commencé d'autres lignes pour se diversifier, pour justement être moins dépendants d'une seule ligne, ne serait-ce que si cette ligne souffrait d'une sinistralité, mais même d'une désaffection de certains clients. Je n'y crois pas du tout, vu la tendance dans la technologie aujourd'hui. Mais voilà, il faut se diversifier dans plus de lignes. Et dernière question pour conclure cet épisode, Jean, quelles sont tes prévisions concernant l'évolution du marché de l'assurance cyber sur les prochains mois, notamment en vue des Jeux Olympiques 2024 ? Alors, les Jeux Olympiques, c'est une bulle spécifique. Les Jeux Olympiques, alors moi, j'étais plus impliqué sur la Coupe du Monde de football au Qatar, mais qui est un événement un peu similaire en termes d'intensité. C'est des bulles de risque, parce qu'on va être très dépendant, le broadcasting, enfin toute la télévision, etc. Donc, le ticketing. Donc, il y a pendant un court moment une très forte exposition, une très forte surface d'attaque, un très fort risque. En parallèle de ça, on n'a pas attendu que je le dise aujourd'hui pour en prendre conscience. Et donc, les autorités, le CIO, etc., ont mis énormément de moyens. C'est impressionnant, les moyens qui ont été déployés par rapport à ce niveau de risque. Donc, un risque plus fort, défense plus forte. Et franchement, c'est quand même relativement impressionnant de voir les ministères, toutes les forces gouvernementales, l'ANSSI, qui sont extrêmement préparées par rapport à ce risque-là. Avec, il faut le souligner quand même, un certain nombre d'entreprises privées qui ont proposé, gratuitement même, de mettre à disposition leur savoir. Et ça, je trouve ça assez beau. Je parlais tout à l'heure du partenariat public-privé. Là, ça fonctionne. Il y a une belle solidarité. Après, donc il y a vraiment ces deux points. Après, un point aussi qui est intéressant, c'est que on sait potentiellement qui va nous attaquer. Et les typologies d'attaques, elles sont relativement... Enfin, il y a quand même identifiable par ethnie, je dirais, par pays. Et donc, du coup, on sait à peu près quel genre de type d'attaque on pourrait recevoir. Ils vont essayer de nous surprendre, donc il faut qu'on soit très alerte. Mais voilà, on sait à quel moment et qui va nous attaquer. Ce qui est, dans le cyberespace, relativement confortable. Normalement, vous ne savez pas qui, vous ne savez pas comment, vous ne savez pas où, vous ne savez pas... Voilà. Donc là, on a déjà un certain nombre de paramètres sur lesquels on sait. Donc, il y a des préparations, il y a des scénarios, il y a toute une série de travaux qui sont faits. Donc, je suis relativement confiant qu'on va réussir à tenir. Le marché en général, mes perspectives, il y a eu énormément de capital des différents fonds de pension, etc. Encore au 1er janvier pour les traités de réassurance. Et il y a eu une surcapacité incroyable. Et donc, je pense que pour les 12 prochains mois, le marché va rester très favorable aux clients. Après, c'est un marché très volatile, comme on le disait au début. Donc, c'est un marché qui évolue en fonction des sinistres. Est-ce qu'il va y avoir un regain de sinistres ? Ça, il faudra voir. Mais c'est ce que d'autres acteurs comme Beazley, par exemple, alertent en ce moment sur une reprise des sinistres aux États-Unis qui devrait arriver en Europe. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? En fait, il y a des sinistres. Si vous regardez si tu regardes l'augmentation des sinistres, notamment ransomware, mais pas que, c'est en croissance. Donc, par rapport à la vague de sinistres d'il y a 2 ans, il y a plus de sinistres aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Donc, on pourrait penser que du coup, ça va créer effectivement des conditions pour un nouveau marché dur. En revanche, si on regarde le nombre de déclarations de sinistres sur les polices d'assurance, c'est en légère croissance, voire à peu près stable. Pourquoi ? Parce que les clients ont mis en place les fameuses mesures de sécurité. Et donc, en fait, il y a vraiment eu un effort chez les clients d'investissement dans ces mesures de sécurité, parce qu'on s'est rendu compte que c'était efficace, etc. Et donc, du coup, oui, il y a plus de sinistres, mais ça ne veut pas dire qu'il y a plus de sinistralité. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit et
qui est un signe très optimiste pour le futur. Eh ben, un grand merci Jean Vaillant de la Tour, donc Head of Cyber chez Howden, d'avoir répondu à toutes mes questions. Et à tous les auditeurs, je vous dis à très vite dans le monde de la cyber. Encore merci Jean. Merci beaucoup, au revoir. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.